Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous autour des vins corses. Je voudrais avant tout vous présenter Romain Aicardi qui est à mes côtés, en tout cas sur mon écran, et virtuellement avec nous pour nous parler des vins corses. Je te laisse te présenter. Tu seras, Oui, Romain, l'interlocuteur de chacun pour leur exactement, éventuelle commande. c'est ça. Bonjour à tous. Voilà, je serai votre référent sur cette opération caviste. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a présenté un petit peu le vignoble corse avec Raphaël hier. Aujourd'hui, on va parler des Vermentines. Voilà, moi, je serai votre référent après ces visios en cas de questions. Voilà, je suis à votre disposition tous les matins de 9 heures à midi et ce jusqu'à la fin de l'opération. Donc, ne vous gênez pas si vous avez des questions sur un quelconque domaine ou sur une quelconque cuvée. Moi, je serai prêt à vous répondre et à vous aider éventuellement dans vos commandes avec grand plaisir. Voilà. Vous avez mes coordonnées. Donc, moi, c'est Monsieur Aicardi Romain. Voilà, merci Romain. Et tu sais que tu resteras avec nous et donc tu interviens évidemment à tout moment quand tu veux, notamment pour citer peut-être quelques exemples de cuvées qui seront à disposition de tous les cavistes et qui pourraient les intéresser en fonction des styles de vin et autres. Euh, Moi, je voudrais juste, avant de commencer, si ça ne vous dérange pas, peut-être, si vous le souhaitez, sans aucune obligation, hein, les caméras sont pour la plupart du temps fermées, à part Monsieur François, là, que je salue. Euh, Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez peut-être vous-même vous présenter, peut-être, pour savoir d'où vous connectez, pardon? Et moi, je me contacte parce que je travaille pour les Vignes d'Aguionne. Voilà. D'accord. Je Très m'occupe du bien. continent, je m'occupe du continent pour eux. Et D'accord. je trouve que c'est toujours très intéressant ce style de choses. Donc, Super. on peut en apprendre réciproquement. D'accord, ben merci en tout cas d'être présent et n'hésitez pas également à intervenir à tout moment. J'hésiterai On, pas. on gardera de toute façon, quoi qu'il arrive, un instant d'échange, je dirais, pour partager, pour recevoir vos questions. Et voilà. Je salue également Hervé, que je vois à l'écran. Bonjour. Votre micro, je crois, n'est pas activé, mais vous voulez vous présenter également? Je ne vous entends pas, hein. Hervé, peut-être que je peux le faire à votre Est-ce que place, vous je ne sais m'entendez pas. là? Oui, très Oui, bien, ça y est. parfaitement. Parfaitement. Bon. Bonjour. Euh, Vous connectez de quel endroit? bonjour à tous. Donc moi je suis Hervé de Vigneron Live. Je vous appelle de la banlieue parisienne. Nous sommes un caviste hybride. On est essentiellement sur Internet pour livrer directement l'ensemble de la région parisienne. Et puis, on fait quelques animations en région parisienne pour faire découvrir justement les différents vignobles, les différents cépages. En ce moment, on travaille sur l'opération Malbec avec le Cahors. Et donc, voilà, on espère faire la même chose. Et on envisage de faire la même chose pour les vins corses au mois de juin. Oui, Voilà. super. Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup pour vos initiatives. Est-ce que d'autres personnes sont en ligne et voudraient peut-être à leur tour se présenter? David, peut-être? Ou bien Christophe? Que dis-je, Victor, éventuellement? Oui. Oui, bonjour Victor. Bon, moi pareil, je suis comme François, je travaille à la cave coopérative d'Aguionne en Corse D'accord. et je m'occupe principalement du service export. Très bien, Voilà. merci. Ben, merci de vous être présenté et merci d'être là, présent également pour cette initiative et cette présentation autour des vins. Si quelqu'un est en ligne et que je n'aurais pas cité, n'hésitez pas aussi à vous présenter, à prendre la parole. En tout cas, on a déjà fait un petit tour de table. On va commencer sans plus attendre. Je vais partager mon écran et mettre quelques images hein, qui vont venir apporter un supplément à notre intervention avec Romain. On va parler aujourd'hui, on a déjà abordé hier le vignoble corse dans son ensemble. On a parlé un petit peu des spécificités du terroir. Nous avons évoqué la géologie, le climat, les principaux cépages. Et puis, voilà, fait une petite synthèse de cette diversité. En résumé, c'est que la Corse offre une très grande diversité de vins. Il serait difficile
résumer en quelque sorte le style de prédilection de l'île, mais au contraire, c'est un petit continent à elle toute seule et elle produit des vins de tous les styles. Alors, moi, j'aurais aimé juste une petite seconde encore d'un point de vue technique parce que je ne l'ai pas préparé et je voudrais pouvoir le faire. Je voudrais commencer par revenir sur le dernier point que nous avions évoqué hier, c'est-à-dire les statistiques de production. Les statistiques de production, si je les retrouve assez rapidement, ça aura un sens, sinon ce n'est pas grave. Je voudrais juste voir, oui, je pense que je vais les retrouver rapidement. Juste un petit instant, je vous prie. J'aimerais vous montrer la place que tient les vins blancs, puisque ce sera l'argument du jour. Tu peux peut-être présenter le thème du jour, Romain, s'il te plaît? Oui, 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 bien sûr, avec grand plaisir. On va parler aujourd'hui, donc on va mettre en avant et surtout parler de ce grand cépage qui est le Vermentine. Aujourd'hui, avec le recul et avec le temps, on se rend compte qu'on a un cépage qui est d'une très grande valeur. C'est un cépage qui donne des vins avec une richesse organoleptique assez large. Que ce soit sur les vins jeunes, sur les nouveaux millésimes, voire sur les millésimes un petit peu plus anciens. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là aussi pour inciter les cavistes à acheter du Vermentino et à ne pas hésiter à les garder, parce que avec le recul et nous, dans l'association des sommeliers de Corse, on peut dire qu'en goûtant des vieux millésimes sur les Vermentines, on prend énormément et vraiment énormément de plaisir. Alors, sans aucun chauvinisme, on peut dire aujourd'hui que le Vermentine est un très grand cépage, qu'il évolue très bien dans le temps et qu'il se consomme, que ce soit sur des millésimes jeunes ou anciens, toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci. Est-ce que les statistiques de production apparaissent à l'écran? Non. Non, hein, je vais les faire apparaître tout de suite. Alors, une petite seconde, je vais juste reprendre la main comme ça et ça me permettra de lancer un petit peu. Voilà, ça devrait apparaître maintenant. Yeah. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que ce que représentaient quand même les vins blancs en Corse en termes de production, pas beaucoup, puisque de pourcentage en tout cas et de proportion de production, la Corse est essentiellement une île de rosé où 70% des vins produits sur l'île sont notamment des rosés, 17% de rouge seulement et 13%. Alors après, on pourrait évidemment relativiser un peu cette proportion parce qu'elle est due, là il s'agit de la production totale de l'île, mais qu'on pourrait distinguer les caves particulières et les caves coopératives. Il y a 4 caves coopératives en Corse qui produisent à elles toutes seules, d'ailleurs, les 2/3 de la production totale de vin de l'île. Et comme vous le voyez peut-être sur la partie basse, en bas à droite de ce graphisme, les caves coopératives, elles produisent énormément de rosés et des rosés destinés notamment à l'export ou au continent, sur le continent et notamment dans la grande distribution. Mais si on regarde ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, puisque c'est plutôt celui-ci, le marché de cavistes, les caves particulières, quant à elles, produisent en proportion, bien sûr, un petit peu plus de blanc. On arrive pratiquement à 20%. 34% de rouge, et le rosé reste majoritaire avec 47%, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de leur vin produit. Voilà. Sinon, vous voyez que la production de vin blanc sur l'île en général est pratiquement égale, on pourrait presque dire, en AOP, en IGP. Voilà, c'était juste pour revenir pour avoir quand même quelques notions de la production de vin blanc sur l'île, qui reste quand même une petite frange. Mais c'est peut-être la frange la plus intéressante. Je ne veux pas, là aussi, soit manquer d'objectivité, soit me targuer de chauvinisme, mais le vin blanc en Corse a un vrai intérêt et peut-être dû à ce magnifique cépage qu'est le Vermentino et dont on va parler tout de suite. Voilà pour les statistiques. Je voulais juste revenir sur celle-ci. On va maintenant revenir par contre à l'objet du jour, justement ce cépage, le Vermentine, donc qu'on peut voir. Alors une petite présentation du cépage. D'abord, il n'existe pas qu'en Corse. Peut-être que la Corse en est un de ses meilleurs ambassadeurs, je ne sais pas. Une des terres où ce Vermentine s'exprime le mieux.
mais le vermentine, avant tout, a différents synonymes. On l'appelle parfois le roll. Il est en France, en tout cas, souvent connu sous le nom de roll, puisque c'est ce cépage qu'on retrouve en Provence, et notamment du côté de Nice, hein, sur l'appellation Belay. Et puis, on l'appelle parfois Malvasia sur notre île, ou Malvoisie à gros grains. Voilà, et puis il a d'autres noms, hein, le Carbès, le Brustiano Bianco, et puis dans d'autres pays, parfois, comme en Italie, sous le nom de Favorita ou Carica Lazino. Voilà, donc ce vermentine peut parfois avoir d'autres noms sur d'autres clones, sur d'autres horizons, mais c'est le même. C'est le même qu'on peut retrouver sous différents noms. Regardez ici sur la photo, je voudrais m'arrêter sur ce qui représente pratiquement un vermentine à très belle maturité, pratiquement sur le point d'être vendangé. C'est quand il prend ces couleurs légèrement dorées, légèrement teintées par le soleil. Et voilà une très belle maturité pour un raisin qui est d'une grande complexité et très intéressant. On reviendra sur ses caractéristiques organoleptiques dans un instant. Le vermentine est un cépage, pardon, qu'on retrouve dans le monde entier. Hein. Bien sûr, son berceau, son origine de prédilection, et le berceau de ce cépage, c'est certainement l'Italie. Alors, certains lui prêtent une origine espagnole, même si aujourd'hui on n'en trouve pas de traces là-bas. On le voit d'ailleurs sur cette carte. Et puis d'autres lui trouvent des origines peut-être grecques, voire italiennes, en tout cas très certainement méditerranéennes. Et puis ce cépage s'est bien exporté puisqu'on en retrouve en Amérique du Sud, vous voyez, en Australie, en Amérique, en Afrique du Sud et en Amérique, oui, Australie, et puis bien sûr l'Europe avec l'Italie et la France. J'ai découvert en préparant ce petit PowerPoint qui avait d'ailleurs, on le voit sur cette affiche, davantage de vermentine en France qu'en Italie. Je pensais quand même que l'Italie était mieux pourvue de ce côté-là. Eh bien, pas vraiment. Apparemment, il y a moins de 7000 hectares en Italie, moins de 6000 hectares en Italie, alors qu'il y en a un peu plus de 6000 en France. Bon, c'est équivalent. Hein. Oui, après, je rebondis là-dessus, mais c'est grâce à nous s'il y a plus de vermentine en France. C'est pour la petite blague, mais c'est vrai qu'il y, Ah oui. il y a quand même 900 hectares plantés sur l'île. Et je reviens là-dessus avec toi, Raphaël, parce que nous, on a cet amour justement de ces cépages-là, et c'est surtout vraiment d'amener le cépage à cette connotation très méditerranéenne, où on retrouve vraiment des vermentines dans les Cinque Terre, qui sont la Toscane est voisine de la Corse, presque à proximité. Donc, c'est vrai que le vermentine, essentiellement, voilà, entre la Provence, la Corse et l'Ouest italien, c'est vrai que c'est là où on retrouve le plus de traces de ce cépage merveilleux qu'est le vermentine. Ouais, merci Romain. Alors, je n'ai pas mis la Sardaigne, mais la Sardaigne possède, je dirais, un petit peu plus de vermentine que l'île, que la Corse. Hein. D'ailleurs, il y a là-bas pas moins de 2 appellations qui portent le nom du cépage, hein, le Vermentino di Gallura dans le nord de l'île et le Vermentino di Sardaigne qui englobe la plupart de l'île. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment le cœur le lieu où on trouvera le plus de vermentine, c'est vraiment cette partie de la Méditerranée hein, qui constituait celle qu'on appelle la mer, aide-moi Romain, la Tyrrhénienne, hein, qui est située entre la Corse et l'Italie, et donc cette partie-là, Sardaigne, Corse, Toscane, Ligurie et Provence, on pourrait même rajouter peut-être le Languedoc, eh bien, c'est la partie vraiment où on trouvera le vermentine. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, mais c'est aussi à peu près sur la même zone de production, avec les côtes du Rhône en plus, où on trouvera le fameux grenache, qui n'a rien à voir, qui est un cépage noir, mais qu'on retrouve pratiquement sur les mêmes latitudes. Et ce sont des cépages qui se révèlent magnifiquement bien sur un climat méditerranéen. J'en profite pour saluer les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à tous. On continue notre présentation du vermentine avec Romain Aecard, qui est votre référent pour toutes les commandes que vous aimeriez passer ou les renseignements que vous aimeriez avoir. Je crois que vous avez certainement ses coordonnées.
Voilà, donc un cépage vermentine qu'on retrouve également en Piémont, sur l'île de Malte et au Liban, et voilà, donc vraiment en Méditerranée. Alors parlons maintenant, si vous voulez bien, de la partie organoleptique, et ça nous permettra de faire le parallèle avec certains vins que vous avez à disposition pour vos commandes, que les vignerons, auxquels les vignerons nous donnent accès pour cette initiative auprès des cavistes. Voilà ici les caractéristiques organoleptiques qu'on pourrait trouver selon certains styles de vermentine. Alors, le vermentine, il est intéressant, d'abord, j'ai envie de dire, parce que c'est un cépage qui en soi a un véritable caractère, qui a ses caractéristiques selon déjà le type de maturité. Par exemple, un vermentine vendangé de manière précoce, à juste maturité ou en vendange tardive, c'est déjà en soi tout un monde nouveau qui s'ouvre. Donc déjà, le vermentine en soi, il est intéressant pour ça. Le vermentine, en plus, ça va être un vrai révélateur, je dirais, géologique. C'est-à-dire que selon le type de sol où il est issu, d'où il est issu, il va s'exprimer différemment, il va retranscrire à merveille la minéralité des sols d'où il tirera son vin. Et puis le vermentine, il a une autre encore extraordinaire capacité, c'est celle de se prêter à tous les styles de vinification. On parlait de maturité de vendange, mais aussi on a goûté de très jolies vermentines je cherche le mot, en vinification, enfin sur tous les styles de vinification, donc en vendange tardive par exemple, en vin doux et en vin liquoreux, même botrytisé. On a goûté du vermentine remarquable avec des méthodes traditionnelles en vin effervescent. On goûte des vermentines de temps en temps, par exemple en macération pelliculaire. Bref, le vermentine se prête à tous les styles de vinification. Il est à chaque fois, il peut prendre des facettes très variables, très différentes. C'est pour ça que c'est, à mon avis, mais à l'avis de beaucoup d'experts, parce que sinon ça vaudrait pas grand-chose, eh bien, un grand cépage. Un grand cépage qu'on a même parfois l'audace de comparer au Riesling alsacien ou au Chenin de Loire, tant il est capable d'évoluer positivement dans le temps, de se garder, de donner des vins de garde et de donner des vins avec, je vous l'ai dit, je le répète, des facettes très variées. Alors, on a ici trois grands styles de vins qu'on pourrait trouver sur l'île, hein, et la plupart du temps, je le précise, en appellation d'origine protégée, parce que le vermentine est le cépage principal de tous les vins blancs de toutes les appellations de Corse. En vin sec, j'entends bien sûr, j'exclus le muscat du Cap Corse, issu du muscat petit grain, comme son nom l'indique, et dont on dira un petit mot quand même tout à l'heure. Hein. On ne peut pas parler de blanc et de vermentine sans citer quand même le muscat petit grain qui fait partie des cépages principaux de l'île, en tout cas en appellation. Et donc, je disais, des styles qu'on retrouve donc la plupart du temps en AOP. On fera le parallèle là tout de suite avec les quelques cuvées, mais c'est les vins blancs légers, hein, parce que issus de certains terroirs, vinifiés de manière traditionnelle, en cuve inox par exemple, sur des maturités, à juste maturité, on peut extraire souvent sur les sols granites, mais pas seulement, des vins avec beaucoup de précision, de belles acidités, et qui donneront des vins plutôt légers, comme je le mets ici sur cet exemple, avec un nez floral, une bouche très, très fine, vive et équilibrée. On pourra trouver également des vermentines plus puissants, plus concentrés, peut-être ramassés à maturité plus avancée, et puis issus peut-être de sols différents, de vinifications différentes aussi, où on aura davantage le côté aromatique, plus intense au nez, plus expressif, avec des bouches plus amples, plus souples, plus rondes. Et enfin, là encore, un autre style de vermentine qu'on trouvera sur l'île sont ceux qui, avec des styles plus puissants, plus concentrés, peut-être avec des élevages, par exemple, plus longs, des élevages en fût,
des élevages comme on fait maintenant, certains font prolongés, donc avec des nez plus expressifs, des bouches plus minérales, une extraction plus forte, des concentrations plus importantes et une expression minérale donc du sol peut-être plus marquée, voire même marquée par un élevage en bois, par exemple, aussi. Voilà. Donc, bref, on a évidencié comme ça trois grands styles. On peut revenir maintenant sur le détail. Alors, on va rester quand même sur cette affiche, mais j'aimerais, si c'est possible, j'y reviendrai dans un instant, tiens, sur cette affiche, si vous voulez bien, mais j'aimerais qu'on puisse peut-être mettre à l'écran quelques exemples de vins que vous auriez on peut commencer peut-être par ce style léger, fin, où le vermentine va s'exprimer de manière subtile, florale, élégante, peut-être davantage propice à un apéritif, à un accord sur des mets délicats de poissons crus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut commencer par parler de ce type de vermentine, sur des élevages de type traditionnel, en cuvinox, où on a des vins blancs en général très marqués par la fraîcheur. C'est vrai que c'est des vins qui se consomment très facilement en Corse et ailleurs à l'apéritif. On a surtout toujours ce vermentine amène toujours ces petites touches d'agrumes qui réveillent toujours un petit peu cette fraîcheur en fin de bouche et qui donne surtout envie d'y retourner. Après, je vais vous citer quelques cuvées sans trop en citer. Mais voilà, par exemple, on a la cuvée Don Pasquale de la Villa Angel qui en plus de faire des blancs très, très marqués par la fraîcheur, on travaillait en plus de ça sur des jolis contenants. Donc ça peut être des arguments que vous pouvez retrouver surtout à la vente dans les caves et surtout sur des gros formats. Ensuite, on a toutes les régions de Corse travaillent les vermentines aussi dans des cuvées principales, dans des cuvées d'entrée de gamme, avec toujours des vermentines donc, marquées par cette fraîcheur. On va penser sur l'appellation Ajaccio, par exemple, au Clos Capitor, qui fait des blancs toujours très très vif, très agréable, très fin en même temps. C'est vrai que ces vermentines-là, sur cette jeunesse, sur des élevages assez courts, en méthode traditionnelle, sur des puits je me répète, mais il faut que vous preniez conscience de vraiment cette vivacité. On a des vermentines toujours avec de la matière, avec une panette organoleptique toujours quand même assez agréable. Voilà, là, le Clos Capitor ici, donc des blancs avec des attaques très, très vives, marquées surtout par des finales avec beaucoup de fraîcheur. Et ça, c'est très agréable, surtout sur des apéritifs ou alors sur des mets assez fins, type carpaccio de poisson, type ceviche. Ça marche très bien. On a aussi, on peut parler pour aussi information, de pardon, je ne voulais pas t'interrompre avant de passer à un autre vigneron. Le premier que tu as cité, c'était Villa Angeli, qu'on voit maintenant à l'écran, est originaire de la côte orientale. Hein. On est vraiment sur la partie est de l'île et on est ici en présence d'un vin qui est vinifié dans une cave coopérative qui travaille de manière très qualitative et exclusivement, j'ai envie de dire, sur des domaines précis. Hein, c'est-à-dire que c'est un véritable domaine indépendant, mais vinifié dans une cave coopérative. Et d'ailleurs, c'est le président de la même cave qui est propriétaire de ces vignes, la famille Misaël. Juste pour dire que c'était les vignerons corsicans, voilà, la cave de Borgo qui produit ce vin. Et puis tu viens de citer le Clos Capitor qu'on voit maintenant à l'écran. Là, pour le coup, on est sur une cave indépendante de la région d'Ajaccio. Ce vin est issu de l'appellation Ajaccio contrôlée, protégée, et 100% vermentine, forcément. C'est ce que nous mettons en avant, voilà, avec beaucoup de finesse, comme tu l'as dit, de subtilité, là encore. C'est une expression de vermentine. Je te laisse poursuivre. Oui, je poursuis bien volontiers. On va parler un petit peu, on va essayer sur les 2 jours de mettre en avant un petit peu tout le monde, de parler toujours d'une cuvée par vigneron pour que vous ayez peut-être un petit aperçu. Après, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, là, on a le cas de Christian et Marc Imbert qui sont des vignerons donc, plutôt dans l'extrême sud, du côté de Porto Vecchio. Donc, toujours sur des cuvées emblématiques de Mentorac, sur des blancs, encore une fois, très vifs. On a des blancs qui sont vraiment agréables, on peut le dire, on goûte c'est des vins qu'on goûte souvent. Donc ça, n'hésitez pas, c'est vraiment des vins que tout le monde peut aimer.
on ne prend pas de risque avant de ce type de vin, pardon. On prend vraiment beaucoup de plaisir avec ce type de vin. Donc, ça, ce domaine Torace, donc du côté de Porto Vecchio, donc sur l'appellation d'origine protégée Porto Vecchio. Et on pourrait même citer sur le même domaine viticole, Torace, la cuvée Orio, hein, parce que cette cuvée Orio, je ne sais pas si elle est à disposition d'ailleurs. Peut-être que je parle d'une cuvée qui n'est pas à disposition d'ailleurs, je ne sais pas. Mais la cuvée Orio est une cuvée uniquement une sélection des meilleures parcelles de vignes très précise du domaine. Et le vigneron met en avant, alors à travers sa cuvée principale, si je puis dire, sa cuvée supérieure, donc, qui s'intitule Oriu, O-R-I-U, Oriu, eh bien, il recherche la finesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur certains autres domaines où les cuvées supérieures sont forcément plus élevées en fût, plus travaillées, plus puissantes ou plus expressives, je ne sais pas. Là, au domaine, la cuvée Oriu, au contraire, va rechercher encore plus de finesse et encore plus de minéralité et de précision sur une domaine majeur. Voilà. Et puis en plus, c'est un endroit magnifique puisque ici comme ailleurs, la montagne et la mer s'expriment. Et pour ceux qui connaissent la Corse, on est au domaine Torace entre les aiguilles de Bavay, là, dans l'extrême sud de l'île, et la baie magnifique de Pinarello. Donc des vignes, on peut apercevoir ce spectacle splendide. Et on peut parler aussi du vigneron, hein, de l'ancien Christian Humbert, qui est quand même l'un des vignerons emblématiques de la région Corse et qui a fait aussi pour la viticulture en Corse des choses extraordinaires et ça fait vraiment partie de ces vignerons qui ont tiré la viticulture en Corse vers le haut. Je pense qu'on peut les citer comme, pour moi, les vignerons emblématiques de l'île. Peut-être d'ailleurs que les cavistes parisiens qui sont connectés, là, reconnaîtront Christian Humbert, qui est à l'initiative de la création de l'Uva Corse, un groupement de vignerons indépendants qui a pour objet donc de venir présenter uniquement aux cavistes et aux restaurateurs chaque année en région parisienne leur nouvelle cuvée. Et c'est une très belle initiative ben voilà, là, on le voit même à l'écran. Voilà. Et oui. Comme ça, on les connaît déjà à Paris. Hein. Ah, vous êtes à Paris, très bien. Bienvenue et merci de participer. Et vous l'avez déjà à la carte, vous, celui-ci. Oui, oui. Bon, c'est très bien. Oui, absolument. Bon. J'en suis contente. Bon, ben c'est superbe, c'est superbe. Merci d'être intervenu. N'hésitez pas. Hein. Il y a d'autres vins comme ça, légers, fins, floraux, oui, qu'on peut encore trouver. Hein, pareil, ouais, notamment celui-ci. Oui, dans le même type de vin blanc assez vif, avec marqué par beaucoup de fraîcheur. On a l'Enclos des Anges avec un vigneron avec beaucoup de caractère qui est Richard Spur, pardon, qui est un vigneron aussi charismatique. À part, charismatique, exactement, je cherchais le mot. Voilà, encore une fois, donc là on est sur la OP Calvi. Alors sur la OP Calvi, on a aussi le domaine Aronc avec Marina Aquavive qui fait des blancs assez vifs, encore une fois. Alors on vous parle un petit peu de tout le monde. Il y a quand même une trentaine de représentés pour les 2 jours de présentation. Donc on fait un petit sommaire de tout ça. Encore une fois, ne vous gênez pas, je suis à votre disposition. Mais voilà, Richard Spur, sur une appellation Calvi, on a des blancs toujours marqué par cette fraîcheur, cette vivacité, avec légèrement toujours un petit peu cette salinité qui est très agréable sur des finales qui donnent justement envie d'y revenir. Et ça, il ne faut pas hésiter. C'est des blancs qui sont accessibles, c'est des blancs qui peuvent se vendre très facilement. Et Enclos des Anges en fait partie. Voilà, je pense que vous n'avez pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, vous allez prendre du plaisir et je te laisse rebondir là-dessus sur les vignerons de Calvi justement et ces blancs justement souvent marqués par. Oui, voilà encore un vin qui rentre dans qui aurait ces caractéristiques-là, c'est-à-dire d'un vin de début de repas, accessible quand même, sur la fraîcheur et sur la finesse. L'Enclos des Anges, qui est dirigé par Richard Spurs et son épouse, est situé du côté de Calvi, tu l'as peut-être dit, dans l'appellation Corse-Calvi, donc dans le nord-ouest, sur des sols granitiques. Et il propose en général des vins d'ailleurs avec beaucoup de caractère, de puissance et oui, un peu à l'image de ce vigneron. Mais pour le coup, là, on a un vin qui est d'une grande subtilité. Voilà, il est capable de tout, ce Richard. C'est vrai.
Alors, on peut peut-être passer à un autre style de vin où on avait quelques autres exemples. Ouais, on avait aussi, je crois qu'on avait Christian Estève sur une cuvée. Alors, je ne sais pas si c'était la cuvée, Oui, sur la cuvée Clos. c'était le Oui, Clos Canirech, exactement. mais là, on change un petit peu. On peut revenir peut-être sur ce Ah, bien graphisme sûr, oui, bien sûr. juste pour dire que, voilà, on vient de vous citer 4, 5, 20 répartis différemment sur l'île et volontairement, et des vins qui ont cette fraîcheur et cette finesse, mais on trouve en Corse également des styles un peu plus puissants, des expressions de ce même cépage, le vermentine, qui va s'exprimer de manière différente avec ces notes un peu plus de fruits mûrs, de fruits à chair blanche, de fleurs jaunes, d'ananas, ce côté exotique aussi, qu'on peut trouver sur certains vins avec beaucoup plus de souplesse, j'allais dire, de volupté, d'amplitude, de gourmandise, peut-être un nez un petit peu plus expressif, plus aromatique. Alors parmi eux justement, hein, tu viens d'en parler, Romain, il y a la cuvée, La cuvée, le oui, la Clos cuvée Canirech. oui. Cannerech, qui est représenté par un vigneron aussi emblématique de par c'est vraiment son travail et sa volonté toujours de créer des choses, notamment avec des vins vinifiés en amphore, pour citer un petit peu ses méthodes de travail. Mais oui, là, on a encore voilà, c'est vrai on a un blanc ici sur un élevage, sur un double élevage, je dirais. Donc, on a une partie qui est en cuvinox et on a une partie qui est élevée en foudre, avec justement, pour justement amener un petit peu de rondeur et des notes un petit peu plus évolutives sur le vermentine. On retrouve ces notes un petit peu de fruits blancs et surtout une palette organoleptique assez exceptionnelle. On a des nez qui sont sublimes sur ce type de vin et le reste aussi, hein, le reste suit. Mais oui, ça fait partie comme ça de ces cuvées emblématiques sur des élevages un petit peu différents où on va chercher un petit peu plus de rondeur, une bouche un petit peu plus ample. Voilà, Voilà, donc là, vous avez plusieurs étapes à la dégustation. On commence par beaucoup de fraîcheur avec un milieu de bouche assez rond et sur une finale marquée toujours encore par l'acidité. Et voilà, c'est des vins voilà, pour parler un petit peu de gastronomie, voilà, on a des vins maintenant qui commencent. Alors pour ce type de vin-là, on est sur des blancs qui méritent qu'on les accompagne avec plutôt des poissons à chair blanche, avec un petit peu plus de cuisine, j'ai envie de dire. Voilà, on est sur des vins de repas. Ça accompagnera très bien certains poissons, voire d'autres mets, mais c'est vrai que c'est vraiment, voilà, là, on parle de caractéristiques, de types de vins avec un petit peu plus de matière et accordé sur des mets, c'est assez exceptionnel. Oui, et je précise, hein, parce que tu as parlé d'élevage, mais que le bois n'est absolument pas marqué sur ce style de cuvée. Hein, c'est vraiment la rondeur que cherche le vigneron, et tu l'as parfaitement dit. Et puis, dans ce même esprit, alors le Clos Canirech est, juste un petit mot quand même sur la localisation, hein, est situé là encore sur la côte orientale, tout près d'Aléria, capitale, je dirais, antique de la Corse, Aléria. Et ce vigneron a la particularité aussi de produire des vins, peut-être justement en référence à cette histoire riche, hein, qui remonte à 600 ans avant notre ère en Corse, à l'Antiquité, où déjà il y avait des traces de vinification, et notamment en amphore. Et bien ce vigneron aussi propose d'autres cuvées vinifiées en amphore, en levure indigène et de manière très naturelle, avec même des blancs vermentines dont on parle il y a encore un instant, mais des blancs avec des macérations pelliculaires. Voilà des vinifications à la fois très originales et très anciennes qui sont pratiquées sur ce clos Cannerech, voilà, situé tout près d'Aléria sur la côte orientale. Et puis on pourrait citer dans le même esprit et dans la même appellation, mais pas du tout sur le littoral, plus à l'intérieur de l'île, le Clos Ventoux. Le Clos Ventoux, et on va retrouver, alors là pour le coup, pas d'élevage en foudre, uniquement en inox sur cette cuvée, cuvinox, mais alors pareil, on recherche déjà un sol particulier. Le Clos Ventoux est situé à l'intérieur de l'île, dans le Cortenay, hein, sur la petite commune de Pontelec, qui est située donc au cœur de l'île et dans un endroit particulier parce qu'on y retrouve, c'est un peu la compression de deux zones géologiques différentes, le granit à l'ouest, qui représente d'ailleurs l'essentiel de l'île,
et la zone, la plaque alpine, je dirais, la zone constituée essentiellement de schiste à l'est. Et ces deux plaques qui se rencontrent créent une dépression qui passe à cet endroit-là et qui donne une diversité géologique qui est incroyable. Il faut aller sur place pour se rendre compte de cette richesse géologique qui donnera, et le vigneron l'a bien compris, Manu Ventour, et exploite cette diversité de manière remarquable en faisant beaucoup de parcellaires et en mettant en avant l'expression de ces cépages, souvent en monocépage, parfois en assemblage, mais surtout de manière parcellaire et l'expression de ces sols qui prédominent là-bas. C'est intéressant. Clos Ventour blanc, je n'ai pas le millésime qui est à la vente, mais je pense que ce sera le 2020, hein, très probablement. 2019, je crois qu'ils ont. 2019. Je pense que c'est 19 sur le blanc. Je rebondis là-dessus sur justement Manu Ventour, et qui est un vigneron aussi, pareil, fils de Jean-Marc Ventour et emblématique de la région Corse. Aujourd'hui, on est sur des terroirs d'une diversité assez incroyable. Il faut le voir pour le croire, c'est assez dingue. Et oui, alors c'est aussi le représentant de Giovanni Vico pour la diversité justement chez ce type de vigneron, pour la diversité des vins proposés. C'est assez incroyable, hein. On a un travail assez dingue de micro-cuvées. Donc, je rebondis là-dessus. Vous avez donc à la vente 5-6 cuvées, je crois, de ces domaines-là. Et vous allez voir, il y a une diversité assez incroyable sur toutes les cuvées. Bon, le blanc de Manu Ventour, on en parle parce que c'est quand même un blanc assez incroyable, assez exceptionnel. Et on a des vins d'une qualité. Enfin, pour moi, ça reste quand même les vins blancs top de l'île. Mais aussi d'autres petites cuvées, des micro-cuvées très intéressantes, donc à découvrir aussi chez ce vigneron, de par son travail justement sur le parcellaire, sur cette diversité des sols, et sur aussi une diversité en termes de méthode d'élevage, hein. Raphaël, on l'a visité il n'y a pas longtemps, il y a toujours quelque chose d'assez, il y a toujours une réflexion assez poussée, donc on va toujours chercher quelque chose en plus chez ce type de vigneron-là, et voilà. Complètement. On va parler peut-être d'un autre domaine et d'un autre vin qui rentre un petit peu dans ce style de vin un petit peu opulent, comme ça, généreux. Il y a le domaine Alziprat qui propose la cuvée Poumonte, où on est un petit peu davantage peut-être sur des notes d'agrumes, avec quand même une précision, une fraîcheur, une vivacité même, mais une belle minéralité et malgré tout de la matière. Et donc une cuvée qui a encore du caractère. C'est ça. C'est une cuvée emblématique alors, donc, de Manalziprat, qui est située sur l'appellation Calvi, représentée par Pierre Aquavive et maintenant Marc-André à son fils. Oui, c'est une cuvée emblématique de la région de la Corse, hein. Pour moi, ça reste quand même une grande cuvée de ce vigneron-là. Je te rejoins sur le fait que c'est les blancs de Calvi, donc sur ce type de vin-là, vous allez avoir un vin qui est beaucoup plus marqué par une fraîcheur assez incroyable, mais en même temps un milieu de bouche, un cœur de bouche riche, assez rond, et vous avez une cuvée pour en connaître justement un petit peu l'évolution à travers les vins qu'on goûte sur des millésimes anciens. Oui, là vous faites l'acquisition de grands blancs, de blancs qui vieilliront magnifiquement bien, avec justement ces notes un petit peu évolutives qu'on peut retrouver sur les vermentines, avec ces petites légères oxydations et ces notes de fruits secs que l'on peut retrouver sur certains cépages, notamment du Jura, comme le Savagnin. Oui, on a goûté j'ai la chance, chez moi, d'avoir des vieux millésimes sur Poumonte. On a d'avoir la chance d'avoir goûté des vins qui ont une dizaine d'années, 10 à 12 ans. Sur un millésime 11, c'est une dinguerie, on peut le dire. C'est là qu'on voit, là c'est le travail remarquable du vigneron, d'avoir pu créer des vins qui vieillissent très bien dans le temps, et notamment aussi grâce à ce cépage qu'est le Vermentine. Bien, merci. On peut citer un petit peu plus au nord. Là, on était avec cette cuvée Poumonte du domaine Alziprat, en Balagne encore, hein, du côté de Calvi, tout près de la commune de Zille, hein. On était exactement sur la commune bon, peu importe, ça m'échappe. Tu ne m'aides pas beaucoup. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Je vais rebondir sur le vin qui va suivre.
On va cette fois-ci sur la commune précise de Poggio-d'Olette. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais on est à Patrimonio. Patrimoine, ça parle davantage, la plus ancienne des appellations de l'île, créée en 78, qui représente, qui rime avec Vermentine pour les blancs et qui rime avec Nieluccio pour les rouges, une très belle appellation et un des domaines les plus emblématiques de cette appellation, c'est le domaine Lecce, qui propose aussi, on va le voir à l'écran, je vais essayer de le mettre à l'écran, une cuvée voilà, qui arrive là, qu'on doit apercevoir, la cuvée Lecce du domaine, hein, c'est le domaine Lecce blanc, qui est encore un 100% vermentine. Vous voyez que certains l'appellent Malvoisie, et puis d'autres ne l'appelleront même pas vermentine, carrément à Malvasie. Ils font bien la distinction hein, entre le vocabulaire, mais bon, c'est globalement le même cépage, bien sûr, mais peut-être avec des clones différents et surtout des sélections massales, et certains tiennent à défendre le nom, ils ont bien raison. Voilà, donc là encore, le domaine Encore, je rebondis blanc. là-dessus. C'est un jeune vigneron, on a Lisandro Lecce qui reprend le domaine de sa tante Annette. C'est des futurs, on les appelle la nouvelle génération de la viticulture corse, avec quand même une belle ouverture. Des gens qui culturellement sont quand même assez ouverts et qui justement réfléchissent un petit peu à travailler les vins blancs d'une façon un petit peu différente. Mais surtout, voilà, c'est un très grand vin blanc. Hein. Raphaël, tu pourras pas Oui, tu sais qu'une des dernières fois où je l'ai goûté, c'était dans ton établissement Exactement. et que Et on a c'était pris, pour découvrir ce millésime 2019 et qui est remarquable là encore parce que c'est l'équilibre, je crois, le mot c'est qui le ça. caractérise le mieux parce qu'on a à la fois ce nez très invitant, oui, très invitant, très expressif, un mélange d'agrumes, de floral et de fruits blancs et de pêche peut-être, et puis en même temps cette bouche à la fois, et c'est là l'équilibre qu'il se note bien sûr, mais à la fois beaucoup de vigueur, d'une belle tension et du corps malgré tout. Et donc ça en fait un vin de repas par excellence qui peut apprécier dès l'apéritif et pourquoi pas sur des plats relevés même avec un petit peu d'épices parce que ce vin rivalisera avec tout ça. Et oui, un vin très enthousiasmant. Voilà. Exactement, un vin de gastronomie, on peut le dire. Oui, complètement. Alors après, bon, il y a d'autres vins encore qu'on peut trouver sur l'île, notamment, tiens, si on reste dans l'appellation patrimoine, je pense au domaine Sanquilico. Domaine Sanquilico, si j'arrive à le mettre à l'écran, je vais essayer de le mettre à l'écran. Comme ça, on n'en parlera que mieux. Je vais essayer de faire comme ça. Est-ce que Oui, voilà, le domaine Sanquilico, le voilà, c'est la c'est cuvée la cuvée Minera. Minera, exactement. Alors, je rebondis là-dessus parce que j'ai goûté ça il y a pas si longtemps et c'est vrai que voilà, alors la partie un petit peu, la particularité de ce blanc-là, donc c'est une micro-cuvée, pardon, du domaine Sanquilico qui a décidé de planter des vermentines sur des schistes. Alors pour moi, sur l'appellation patrimoine, c'est peut-être celle qui est le plus marquée par beaucoup, beaucoup de vivacité. On a vraiment cette sensation quand on goûte ce type de vin où justement on ramène un petit peu ce vin à un rapport qui est le terroir. Et pour le coup, Minera, qui veut dire donc presque minéral, Raphaël, si je ne dis pas de bêtises, mais on a vraiment voulu faire un clin d'œil à la minéralité de ce type de vin-là. Donc, si vous cherchez des vins marqués par beaucoup, beaucoup de tension, mais en même temps avec beaucoup de fraîcheur, voilà, c'est sur ce type de vin-là qu'il faut aller parce que c'est peut-être celui qui est vraiment, vraiment emblématique en termes de micro-cuvée sur un terroir particulier que sont les schistes, avec un blanc d'anthologie pour moi. Hein. Complètement, complètement. Allez, puis puisqu'on parle d'équilibre en bouche ou d'équilibre tout court, on peut équilibrer aussi l'origine des vignerons et redescendre un peu dans le sud. On était sur 2 vins de patrimoine à l'instant. On peut redescendre dans l'extrême sud de l'île et dans la belle appellation de Figari, une appellation qui, on va essayer de le retrouver si Un jeune j'arrive à vigneron. reprendre la main.
je vais essayer de reprendre la main encore une fois. Eh oui, un jeune domaine, un très jeune vigneron, jeune par l'expérience, parce qu'il n'est pas tout jeune, il doit avoir une cinquantaine d'années, mais ouais, il produit, c'est le domaine de Peretti de la Rocque, un nom connu dans l'extrême sud, puisqu'il a un homonyme, son cousin, qui est au domaine de Tanel, que peut-être certains connaissent. Mais là, on est sur un domaine récemment créé. Les vignes ont peut-être 6 à 8 ans d'âge à peine. Il a opté pour miser sur des cépages endémiques, des cépages rares, des cépages qui reviennent au goût du jour. On a parlé un petit peu de cette tendance hier lors de notre intervention. Ici, on retrouve le Vermentine sur la cuvée. C'est la cuvée Jules. Normalement, je vais essayer de la mettre à l'écran parce que en même temps que je parle, j'essaye aussi de faire le metteur en scène. Je fais pas mal de métiers en même temps là. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. Est-ce que je l'ai ici? Voilà, le domaine de Peretti de la Rocque. Elle apparaît normalement à l'écran. Voilà la fiche technique de la cuvée Jules. 90% de Vermentino. Sinon, de toute façon, il n'aurait pas le droit à l'appellation. Et puis, 10% de Bianco Gentile. Hein. C'est le cépage blanc de l'île qui a été révélé après des recherches, des mises en avant sur de vieux cépages. Le Bianco Gentile est un cépage très intéressant qu'on peut retrouver parfois en monocépage chez certains vignerons. Là aussi, il peut révéler différentes expressions selon le style, la vinification, la maturité, mais c'est un cépage qui, comme son nom l'indique, le côté gentil, et c'est gentil littéralement, mais c'est généreux, donc on a souvent beaucoup de rondeur avec le Bianco Gentile et qui apporte certainement sa petite note aussi dans cet assemblage, mais ça reste un Vermentine en grande dominante, donc la cuvée Jules remplie de fraîcheur, là encore, et d'équilibre, un équilibre très intéressant et toujours cette note aromatique. On caractérise le cépage. Je rebondis là-dessus. Là, on parle d'amer, donc sur la finalité de la bouche. On peut en parler un petit peu aussi. Hein. C'est vrai que les Vermentines, quand ils connaissent un petit peu l'élevage, on retrouve souvent une finalité marquée par des amers, mais qui sont très délicats. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche un petit peu d'amertume sur ces finales, où justement, quand on salive comme ça, quand on a des amers qui sont bien faits, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Donc là, je vois que le vigneron fait un clin d'œil justement à l'amertume, mais quand c'est bien fait, c'est vrai que pour moi, le Vermentino, il a toujours cette note d'amer sur les finales qui le révèle encore plus comme un grand cépage. Merci, Romain. Alors, on va passer maintenant peut-être à la troisième catégorie. Hein. Je vais un petit peu revenir sur notre PowerPoint, si je puis dire, et sur le rappel de toutes les expressions que peut revêter ce Vermentine selon le mode de vinification, selon l'origine géologique, selon le vigneron, selon le millésime, sans aucun doute. Eh bien, le Vermentine va s'exprimer de manière différente. Donc, je vais essayer de retrouver à l'écran, on va faire plus vite peut-être si je fais comme ça. Je fais partager à tout le monde le PowerPoint, mais ce n'est pas celui-ci. Donc, je vais essayer. Ce n'est pas celui-là non plus, pardon. Hein, j'ai un peu de mal à... J'ai trop d'informations et de fichiers ouverts. Bon, mais ce n'est pas grave. Je vais éviter de vous partager comme ça mon ordi. On va rebondir. Je vais vous passer, tiens, on va changer de catégorie de vin. Je disais que le Vermentine, ça peut être une expression et un style plutôt léger et floral. Ça pouvait être un style plus opulent et aromatique. On vient d'en parler maintenant avec tous nos exemples. Eh bien, on va aller vers une troisième peut-être direction que recherchent certains vignerons à travers, là encore, l'origine du cépage, la vinification, l'élevage ou le travail de la vigne, la sélection parcellaire, que sais-je encore, qui vont apporter des vins beaucoup plus puissants. Cette fois-ci, on pourrait presque dire, j'allais dire structurés, on va réserver ce terme pour les vins rouges, mais avec en tout cas beaucoup de caractère et de complexité
et d'intensité. Et pour commencer, j'ai envie de parler de la cave d'Aguionne, cave coopérative située du côté entre Aléria et Ghisonaccia, pardon, sur la côte est de l'île, avec une cuvée qui est une création cette année. C'est la cuvée qui subit, je dirais, une macération pelliculaire. Donc, c'est un vin orange, on pourrait dire. Hein. J'essaye de le retrouver. Voilà, ici, vous devriez l'apercevoir à l'écran maintenant. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous voyez la cuvée? Tout à fait. Non? Romain, tu peux m'aider? Oui, je la vois, c'est bon, on la voit. Merci, merci. Moi, j'ai envie de laisser la parole justement aux gens qui connaissent ce type de Eh vin. bien, tiens, oui, puisqu'on pourrait laisser peut-être la parole à Victor, tu as raison, ou à je ne sais François. plus, c'était François peut-être. Moi, c'est François. Moi, je suis le commercial pour Paris, donc des Vignons d'Aguionne. Donc, je ne suis pas un technico-commercial comme vous. Voilà, j'ai ma fiche technique. J'essaye de retenir les éléments de base. Effectivement, on a chez Aguionne volonté tous les ans de sortir 2 produits minimum innovants. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce vin orange fait un petit buzz quand même parce qu'on l'a communiqué assez largement. On commence à le voir un petit peu partout. Pas assez à notre goût, bien sûr, c'est jamais suffisant. Mais c'est le but, c'est de dire voilà, c'est pas parce qu'on est entre guillemets une grosse machine qu'on ne peut pas aussi avoir le temps et la passion de présenter des produits un peu plus spécifiques. Oui, en effet, parce que on peut parler un instant des vignerons d'Aguionne, et donc cette cave coopérative qui produit essentiellement des rosés, et des rosés qui sont destinés à la grande distribution, à l'export sur le continent. Mais il y a toute une gamme de produits, et notamment, vous y avez fait allusion, ces produits, je dirais, d'innovation chaque année, qui sont remarquables, destinés à un autre public, où là, les œnologues du domaine se laissent un petit peu entraîner par leurs idées les plus folles, hein, et c'est une véritable réussite pour l'avoir goûté. C'est un vin original, hein, avec brièvement, quelques chiffres sur les vignerons. Hein. Les vignerons, c'est 1000 hectares, c'est 100 000 hectos, 120 000 à terme. On travaille sur 3 corps de métiers principaux qui sont le vrac, je veux dire, le secteur traditionnel, 4 même corps de métier, la grande distribution et bien évidemment l'export. L'export qui est en développement chez nous. Voilà ce qu'est à peu près aujourd'hui les vignerons d'Aguionne, avec un gros plan de développement. Voilà, on a des travaux assez importants qui sont menés depuis 4-5 ans maintenant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On le voit ici, hein, vous avez la fiche technique qui était à l'écran. Donc, un vin à découvrir, très original. Voilà. C'est des vins, c'est peut-être aujourd'hui, c'est là où je rejoins François, surtout au niveau de l'innovation, parce que les vins orange en Corse, très peu se sont lancés justement sur ces macérations pelliculaires, justement pour aller chercher des vins un petit peu plus tanniques, avec beaucoup plus d'amplitude, et surtout des arômes, on dira peut-être tertiaires, du Vermentino, et c'est là l'originalité. Et, félicitations à eux, puisqu'ils sont là, je me permets de les pour avoir voté, je me permets de les féliciter. L'onologue s'appelle Christophe Pétier. Voilà, exactement. Oui. Ouais, Christophe qu'on a rencontré. Et non, mais c'est vrai, moi, c'est le côté, voilà, nous, on est toujours curieux, hein, quand on est dégustateur, quand on est amateur de vin, on est toujours curieux de goûter des choses un petit peu différentes. Et pour le coup, voilà, on est en plein dedans, hein, on a quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus du Vermentino et qui va un petit peu amener des vins beaucoup plus amples, comme je le disais. Hein, de toute façon, les gens l'ont certainement lu sur la fiche technique, mais ouais, on est vraiment sur des vins à part. Tout à fait. Allez, on peut enchaîner peut-être avec un autre style, d'autres domaines, notamment le domaine Renucci, qu'on peut mettre à l'écran. Oui, le domaine Renucci avec la cuvée. Ouais, on va le voir, il arrive tout de suite, pardon. Hein. Voilà le domaine, la fiche technique qu'on voit à l'écran. Voilà, c'est la cuvée Pitraille.
Pitraia, voilà, Pitraia, exactement. hein, qui représente la pierre, le sol, encore toujours une allusion à la minéralité, à l'origine aussi, à la terre, bref, aux valeurs de ce qui font aussi les vins corses. La particularité de cette cuvée, c'est que là aussi, il y a un petit assemblage avec du Bianco Gentile, hein, ce cépage blanc qui monte, qui fait partie de ces cépages oubliés, remis maintenant au goût du jour par plusieurs vignerons. Donc ici, pareil, la Malvasia, le Vermentino, est associé au Bianco Gentile, mais il reste majoritaire, bien entendu. Et puis, c'est l'élevage. Hein, l'élevage sur cette cuvée sur lit qui donne là encore énormément de caractère. Et puis, l'élevage en fût d'un an. Donc issu de levures indigènes, une vinification qui forcément marque un petit peu le vin, hein, cette fois-ci par des notes boisées, grillées, vanillées, une grande complexité et une puissance, voilà, des vins de gastronomie par évidence, par excellence. Voilà ce que je peux dire. On est évidemment revenu dans la région de Calvi, hein, le domaine Renucci, situé tout près de lac de Padoule, c'est-à-dire plutôt sur les hauteurs de l'île Rousse, pour ceux qui connaissent et qui viennent un petit peu en Balagne en été. Voilà. On peut se servir de cette fiche technique-là pour justement un petit peu symboliser toutes les expressions du Vermentino quand il connaît l'élevage en bois. On retrouvera toujours ces notes très confites de fruits mûrs, ce côté un petit peu coin, toujours abricot, ces notes de fruits secs surtout. Hein. Il faut aussi faire ce petit clin d'œil-là. On retrouve toujours ces notes un petit peu de noix qui sont un petit peu oxydatives, mais qui sont très agréables et qui amènent encore une autre complexité au Vermentino. Donc, ce sera toujours un petit peu ce que vous retrouverez dans les types de Vermentino élevés en fût. Est-ce qu'on voit à l'écran la fiche technique que je viens d'ouvrir, Oui, mon cher Romain? Oui. Oui, Oui, oui. C'est le Clotedi. Ah non, alors celle-ci, non. Celle-ci, Alors, sur le pardon. Pitraia. Alors, pardon. Alors, je dois ressortir à chaque fois. Ça permet de vous retrouver, de vous saluer. Ça va. Et mettre à l'écran, cette fois-ci, la cuvée du Clotedi. Voilà un autre domaine qui propose, alors qui est situé dans l'appellation patrimoine. On est encore un peu plus au nord que de Calvi, donc on laisse la Balagne, on dépasse le désert des Agriates, on est sur des sols granitiques, et bien qu'étant dans l'appellation patrimoine, sur ce Clos Tedi, grande cuvée, c'est le nom de cette cuvée, là encore, avec un élevage en barrique, des barriques de 500 litres, certes, qui marquent un petit peu moins que des fûts de 228 ou de 225 litres, mais par contre, qui marquent quand même, c'est-à-dire que là, on a encore une fois la richesse, la complexité de l'élevage qui va s'exprimer sur des vins blancs qui seront des grands vins de garde, là encore, et puis des vins de gastronomie également. Beaucoup de puissance, de richesse dans cette cuvée, qui garde toujours cette petite note de verdeur, de fraîcheur, presque d'agrumes, mais en même temps avec beaucoup de complexité et de rondeur. Profil sensoriel, on le voit, un vanillé, grillé, voilà, vous sentez bien que le bois est présent, mais justement, ça en fera un joli vin de garde ou un vin qui accompagnera des plats avec du caractère. Hein. Voilà. Pour cette cuvée-là aussi, on pourrait enfin revenir dans l'extrême sud et dans l'appellation Figari, où on retrouvera un autre Vermentino, toujours marqué par des notes boisées, d'élevage, de mémoire, c'est du fût des tonneaux de 228 litres, hein, style bordelais ou bourguignon, mais c'est la cuvée donc, du domaine Petra Bianca, la cuvée Vintilegna. On n'a pas la fiche technique. Hein. Je te coupe elle va s'apparaître, Allez, parce qu'en même temps, j'essaye de les rechercher en même temps que je vous parle et que ce n'est pas facile. Je suis désolé, je penserai à les télécharger toutes avant mon intervention, parce que de le faire en même temps que d'en parler, je vous promets que c'est un exercice très compliqué.
Et d'ailleurs, je suis en train de les chercher. Donc, veuillez m'excuser. Voilà. On parlait du domaine de la cuvée Vintilegna, Domaine Petra Bianca. du domaine Petra Bianca. Et voilà. Et la surprise, c'est quand il n'y a pas les fiches techniques. Si, ça y est, je l'ai trouvé, mais enfin, je pense qu'on aura que la chance de voir la photo, mais c'est déjà pas mal. C'est une très jolie photo de cette cuvée. Tiens, on va l'ouvrir tout de suite. Vous allez voir, très jolie. Voilà, jolie photo de cette cuvée Vintilegna. Vintilegna, c'est le nom, je crois, d'un récif qui est tout près de Figari où venait s'échouer. Parce que là-bas, on est dans l'extrême sud, bercé par les vents et donc des vents forts qui sont caractéristiques de la zone de Bonifacio, de Figari, mais aussi dans le nord de la Corse, du Cap Corse et un petit peu de la Balagne, là où les vents sont le plus forts, je dirais. Voilà une cuvée 100% vermentine, là encore avec un élevage alors de mémoire d'un an, 12 mois, si ma mémoire est bonne, dans des fûts. Et là encore, le bois, le côté toasté, grillé, s'exprime fortement avec, malgré tout, l'expression du vermentine, c'est-à-dire des notes souvent fleuries, fruitées. Encore un vin d'une belle richesse, un vin là encore plutôt de milieu de repas, avec là encore de la complexité et de la richesse. Surtout des vins qui sont construits pour la garde. Hein. On peut en parler aussi. Vous avez des vins qui sont justement assez marqués sur la jeunesse, mais qui justement avec le temps mangera un petit peu ces tanins, ce côté un petit peu tannique de l'élevage. Et vous avez des vermentines qui vont avoir une expression assez incroyable dans le temps. Donc vous pouvez, n'hésitez pas encore une fois sur ce type de vin. Vous savez que c'est des vins qui vont très bien évoluer. Voilà, merci Romain de m'avoir accompagné pendant toute cette intervention. Ça fait pratiquement 1 heure que nous sommes connectés. Pardon pour ces... Je te coupe, on a encore du monde avec nous. Tu voulais Oui. rebondir sur les muscats petits grains? Oui, c'est vrai, mais on a déjà dépassé largement le temps. Mais okay. En tout cas, pardon pour ces problèmes techniques, c'est ce que je voulais dire. Et cette difficulté à la fois à essayer de coordonner, d'animer et de vous passer quelques images. On peut peut-être revenir pour conclure, en effet, sur le PowerPoint que j'avais préparé pour nous aujourd'hui et parler un instant du muscat petit grain qui fait partie de ces cépages principaux lorsqu'on évoque les AOP de Corse. Et parmi ces AOP, on ne peut pas ne pas citer, même si elles représentent très peu en matière de production. Vous savez que les AOP de Corse ne représentent que 30% de la production de vin en Corse. Les 70% restants étant des IGP la plupart du temps ou des vins de France. Et parmi ces AOP qui ne représentent que 30%, on a le muscat du Cap Corse qui ne représente lui-même que 1% des AOP. Donc vous voyez ce que c'est par rapport à la totalité de la production insulaire. Pourtant, ce sont, à mon avis, de très grands vins qui méritent le détour, qui sont des vins éternels, qui sont des vins d'une grande complexité, d'une grande richesse. Le muscat, on le sait, le muscat petit grain s'exprime magnifiquement bien en Méditerranée. On en a la preuve sur le continent avec les muscats de Frontignan, les muscats de Rivesaltes, les baumes de Venise. Donc, on connaît les muscats aussi d'Italie, pour ne pas tous les nommer, ceux de Sicile notamment. Mais bref, ce cépage magnifique s'exprime historiquement magnifiquement bien, notamment dans le nord de l'île, dans le Cap Corse et dans le Nebbio. Le Nebbio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la région de patrimoine. Donc, voilà, un superbe cépage qui peut s'exprimer peut-être parfois de manière très différente. On a, à mon avis, 2 grandes écoles en matière de muscat du Cap Corse sur l'île. Historiquement, c'était des vins, vous le savez peut-être, qui étaient passerillés sur les lauses, sur les ardoises qu'on trouve schisteuses dans le Cap Corse. Et donc, on faisait dessécher un petit peu comme ça, assécher, passeriller le raisin avant de le vinifier et d'en faire des vins naturellement doux. Mais maintenant, l'AOP oblige quelque part à
respecter un cahier des charges et donc à laisser s'exprimer ce cépage vendangé à juste maturité, peut-être parfois en légère surmaturité, mais par contre toujours muté. Hein. Donc on a un mutage aujourd'hui sur les AOP Muscat du Cap Corse, qui en font des vins riches, bien sûr, des vins plutôt, on va dire, de dessert, mais des vins qui se suffisent à eux-mêmes, qui peuvent être appréciés aussi dans l'après-midi avec des petits biscuits secs typiques de chez nous, ou alors en fin de repas, pourquoi pas en milieu de repas, sur certains plats qui pourraient le mériter. Et puis, oui, je dis bien le mériter parce que le muscat du Cap Corse se mérite. Voilà. Je disais, il y a peut-être, et là je terminerai là-dessus, je te laisserai la parole après, Romain, mais deux grandes tendances en matière de muscat du Cap Corse. Les muscats qui sont, je dirais, d'ordre floraux, délicats, élégants, et puis les muscats peut-être où on recherche plus de maturité et une vinification particulière, plus de concentration, où là alors on a des muscats beaucoup plus riches, avec des notes de miel, plus couleur or, vous voyez, avec un petit peu plus de complexité, caramélisé, fruits secs. Alors que la première catégorie est plus sur des notes florales, fleurs d'oranger ou agrumes. Voilà, ça c'était pour parler des muscats du Cap Corse et de cette magnifique appellation d'origine protégée. Mais je pense que tu faisais allusion à d'autres vins parce que le muscat se décline différemment en Corse et tu faisais peut-être allusion à d'autres vins. Ouais, je pensais à un côté justement un petit peu effervescent justement de la vinification du muscat. C'est des vins qui sont très à la mode, on peut le dire, hein, qui touchent une clientèle assez large. Notamment une clientèle féminine. Et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, parce qu'on a une vigneronne qui est du côté de Patrimoine, qui s'appelle Marie-Françoise Desvigues, et qui fait une cuvée qui s'appelle Liberta. Donc, c'est le seul pétillant que vous aurez sur votre catalogue. Et alors, elle fait deux types de muscat. Un muscat, justement, avec beaucoup de concentration et des notes très mûres sur son muscat classique, je dirais. Et à côté de ça, on a un muscat pétillant, effervescent, très fin, ce qui est assez, voilà, on a vraiment les deux mondes entre le muscat traditionnel et le muscat pétillant. Donc voilà, c'est une vigneronne qui travaille très bien sur l'appellation patrimoine, un muscat pétillant donc pour accompagner un apéritif ou souvent aussi ça peut accompagner les fins de repas ou sur les desserts. Mais voilà, c'est vraiment un pétillant qui est très agréable, très fin, avec des notes de fruits presque même un peu floral, des fois c'est assez rigolo. Et voilà, je voulais faire un clin d'œil à ce muscat-là parce que c'est quand même un muscat qui est très, très bien fait. Merci. Oui, juste un mot pour dire que oui, le muscat pétillant n'est pas un style de vin et une tradition en Corse, mais depuis quelques années où justement les vins trop lourds, trop liquoreux ont un petit peu moins la côte, il faut le dire aussi, eh bien beaucoup se sont retournés vers ces techniques de vinification qui leur donnent beaucoup plus de légèreté, de fraîcheur, de bulles, ce côté un petit peu festif, et qui d'ailleurs touche un nouveau public, le public des jeunes. Tu parlais des femmes, mais il y a aussi les jeunes en général. Et voilà, bon, ce qu'on pouvait dire peut-être sur le muscat et sur cette cuvée particulière qui n'est pas un muscat du Cap Corse. Mais qui s'appelle Liberta, hein, il me semble. Alors, pas comme nommé sur la bouteille, c'est la cuvée Liberta. C'est la cuvée Liberta. Voilà, merci Romain de m'avoir accompagné pour cette présentation des vins blancs, du Vermentine en particulier, et d'avoir rajouté ce petit mot sur le muscat. Je rappelle que tu es à disposition de chacun pour... Exactement, je finis moi-même par ça. Ne vous gênez pas si vous avez des questions, un renseignement à voir, parce que j'ai accès à toutes les fiches techniques, et puis de par mes connaissances, et puis à travers Raphaël et avec Raphaël, je répondrai à vos questions s'il faut vous aider à construire justement vos achats. Donc, c'est avec grand plaisir. Je suis disponible tous les matins jusqu'à la fin de l'opération, de 9h à midi. Donc, voilà, vous avez mes coordonnées normalement dans vos catalogues. Ne vous gênez vraiment pas. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on peut vous renseigner sur l'acquisition des vins corses. Et voilà. Et moi, je reprends la parole. On a une question, alors je ne sais pas si on peut répondre aux questions. Mais... Ah, pardon, je ne vois pas le. Mais je les vois apparaître par message, mais je n'arrive pas à y accéder.
Alors, attends, Alors, pardon. encore une fois, essayer je vous renvoie vers le numéro que vous avez. Appelez-moi. Si vous avez une question, même un message, je vous réponds avec grand plaisir. Nous, on est là pour présenter les vins aujourd'hui avec Raphaël, mais vous savez qu'on est à votre disposition aussi, hein. Voilà, vraiment, ne vous gênez pas. S'il y a des questions à poser sur ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, on y répond avec plaisir. Alors, je vois en effet pas mal de questions. Je vais essayer de les retrouver. Il y a des petits messages. Oui, Yann qui dit que Alziprat est à Zilia. Oui, je l'avais nommé, Oui, mais tu l'as dit en plus. je l'ai dit, mais je pense qu'il est sur la commune d'à côté de Zilia. Mais le nom va me revenir. Calenzane, voilà. Calenzane, exactement. Calenzane. Zilia est juste à côté. On voit le village de Zilia, des vignes du domaine Alziprat. Il y a des personnes qui nous ont quittés, qui nous ont remerciés. Voilà, bon, il y a peut-être des questions, j'essaie de voir. Il y en a qui n'ont pas de micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, mais il n'y a pas de questions particulières. Merci François c'est moi, on ne va pas inverser les rôles, c'est moi qui vais vous remercier tous les deux déjà. C'était très intéressant. Voilà. Et puis je pense qu'on se reverra demain. Avec plaisir, c'est gentil. Demain, on abordera les vins rosés et les vins rouges de Corse avec leurs spécificités. Et bien sûr, moi, ma vision des choses, moi, ça fait 5 ans que maintenant je suis je vends des vins corses. Et c'était très intéressant aujourd'hui le Vermentino parce que je reste intimement persuadé que voilà, c'est aujourd'hui quand moi je suis un continental, je suis un Parisien. Hein. Donc quand on parle des vins corses, on parle des vins rosés. 90%, les gens, c'est du rosé. Hein, je veux dire, voilà. Or, on a des blancs en Corse qui sont excellents quoi, et qui pourraient en faire revoir à pas mal de régions françaises. Et je pense qu'il faudrait plus communiquer sur le blanc corse parce que je pense que c'est une partie du développement de demain. C'était un petit peu l'introduction que nous avions fait tout à l'heure avec Romain et moi-même en accentuant sur la petite part que représentent les vins blancs sur l'île, sur la production insulaire et en même temps sur le succès qu'ont ces vins-là lorsqu'un dégustateur averti, un journaliste, un importateur découvre les vermentines de Corse, il succombe toujours au charme et à la complexité aussi, à la richesse, à la diversité de ces expressions. Tout à fait. À chaque fois, c'est vraiment un grand vin, on peut le dire. Oui, quand on vivait encore dans un monde normal et qu'on avait des clients en face de nous et qu'on faisait des dégustations, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on servait un blanc, on n'avait que des résultats positifs en sortie de dégustation. Eh oui. Bien, mais merci François, merci à vous tous. Merci à vous deux. Merci. De votre présence. Et puis à demain, 14h, pour parler de vin rosé et de vin rouge. Ça marche. Bonne fin de journée à vous. Merci à tous, bonne journée. Merci à vous.